Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale 20h sur CamNews 24 et ITFM en direct de Garoua. Découvrons les titres de cette édition. Nord-Ouest et Sud-Ouest du Cameroun, une arnaque à l'emploi promettant 150 000 francs par semaine démantelée. Les suspects arrêtés. Cette affaire met en lumière la vulnérabilité des jeunes face aux promesses frauduleuses dans un contexte socio-économique difficile. À l'international, tension au Moyen-Orient, Donald Trump donne l'ultimatum à l'Iran avant des frappes imminentes aux côtés d'Israël. Craignant une arme atomique imminente, la situation reste explosive alors que la communauté internationale redoute une escalade militaire majeure. C'est tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, une fois de plus, bienvenue dans cette édition spéciale sur CamNews 24 et ITFM 103 émettant depuis Garoua. Démarrons ce journal dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun. Une arnaque à l'emploi ciblant les jeunes de ce côté du pays promettant 150 000 francs CFA par semaine et un départ facile pour l'Inde a été démasqué. Les suspects ont été appréhendés. Plus de détails dans ce reportage que nous proposent Cyril Kwakam et Stéphane Binak. Voyage à l'étranger plus un emploi décent vendu à seulement 600 000 francs CFA dans cette villa située non loin de Niki, Bonabiri à Douala. Dans les couloirs de ce bâtiment, l'opportunité en or a viré en une arnaque selon la mère d'une victime. J'ai été retenu pour travailler au sein de cette entreprise. Le salaire hebdomadaire était fixé à 150 000 francs CFA avec une possibilité de nous faire voyager pour l'Inde. Mais au préalable, il fallait verser la somme de 600 000 aux recruteurs. Déjà fragilisés par la crise, une cinquantaine de jeunes en provenance des régions du Nord et du Sud-Ouest est exploitée au sein de cette entreprise clandestine. Ici, on parle d'une escroquerie à la chaîne. Lorsque ces jeunes gens se présentent, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas non plus de gains au bout de 2 mois. Ils sont donc, pour ainsi dire, coincés dans les locaux de leur bourreau. Et ils sont contraints à leur tour d'appâter d'autres victimes pour espérer obtenir des moyens de subsistance. Le faux, même le voisinage le pressentait depuis le premier jour. Moi, je les ai posé la question un jour. Quels sont les produits que vous vendez et que moi, je n'ai jamais vu une voiture descendre ici pour livrer et pour sortir avec les produits. Et vous-même, je ne vous ai jamais vu avec un produit. Il faudra nous dire exactement le produit que vous vendez. Et pourquoi vous ne voulez pas vendre votre produit? Il faut absolument que j'entre là-bas à l'intérieur avant qu'on me dise de quel produit. Et on était un peu dérangé à ce coin parce que au quartier, on avait dit on va faire un groupe. On va entrer là-bas avant de savoir exactement. Les faussaires, le sort est désormais entre les mains de la justice, indique le préfet Djoufouri. Nous sommes tout à fait déterminés à ce que ces gens qui ont été découverts soient sévèrement punis et nous comptons véritablement sur le professionnalisme de toute la chaîne judiciaire en la matière pour que véritablement nous n'ayons plus ce genre de phénomène dans notre circonscription. Pour rappel, il y a plus d'une semaine, un autre réseau avait été démantelé à Yaoundé par le groupement de gendarmerie territoriale Djoufou. À l'international, Donald Trump avait dit vendredi donner au maximum 2 semaines à l'Iran pour éviter d'éventuelles frappes américaines. Mais il a finalement décidé d'aller de l'avant aux côtés de son allié israélien. Fort du constat, selon lui, que l'Iran était à quelques semaines, voire quelques mois de l'arme atomique. Les précisions dans ce récit de Sonia Dridi. On le savait, c'est les États-Unis qui disposent de cette bombe, notamment anti-bunker, qui peut permettre d'anéantir, de détruire un site d'enrichissement nucléaire comme Fordo. Donc, on le sait, les Israéliens attendaient vraiment la participation des États-Unis pour parvenir à leur objectif. Et vous en parliez juste avant, mais je pense que c'est intéressant aussi de revenir sur l'hésitation, le tiraillement de
de Donald Trump qui a finalement été entraîné dans ce conflit par le Premier ministre israélien. Un article du New York Times le racontait très bien parce qu'en avril encore, on se rappelle que Donald Trump avait tenté de convaincre le Premier ministre Netanyahou de ne pas frapper l'Iran. Et puis ces dernières semaines, eh bien, son administration a bien compris que le Premier ministre israélien et son gouvernement allaient frapper l'Iran avec ou sans les États-Unis. Donc ils se sont retrouvés un peu face au pied du mur. Et puis en même temps, Donald Trump commençait de plus en plus à être frustré parce que les négociations avec les Iraniens ne fonctionnaient pas, patinaient, lui qui aime conclure des deals, des accords. Donc face à cette frustration grandissante et le fait que de toute manière les Israéliens allaient frapper l'Iran, eh bien Donald Trump a commencé à changer de ton. Lui qui encore il y a quelques mois parlait d'un possible accord avec les Iraniens, on a commencé à comprendre qu'il avait l'intention de rejoindre l'offensive israélienne. Et puis il a, contrairement à ce que disent les renseignements américains, Donald Trump a répété ces derniers jours que l'Iran était très proche d'avoir une arme nucléaire, même si ce n'est pas ce que disent les renseignements américains. Donc Trump a été tiraillé, mais on sentait ces derniers jours qu'il avançait plutôt vers le fait qu'il allait donner son feu vert pour ses frappes. Et on le voit, son camp est toujours tiraillé ce soir ici aux États-Unis face à ces frappes. Et côté démocrate, eh bien, il y a évidemment beaucoup d'opposition avec des élus et des sénateurs qui demandent des réponses après ces frappes, notamment pour savoir ce que sera l'implication sur la sécurité des Américains, notamment ceux qui se trouvent dans la région. Restons dans cette affaire de sécurité. Après l'assassinat barbare de 3 personnes à Mayo Centre, plus d'une dizaine de suspects ont été interpellés par les forces de sécurité. Malgré ces arrestations, la peur continue de hanter les habitants. L'économie locale est en berne, tandis que le climat social et la paix restent fragilisés. Baudelaire Moifo vous raconte le quotidien difficile à Mayo Centre dans ce reportage. Mayo Centre, petite localité située dans l'arrondissement d'Ambam, département de la vallée du Thème au sud Cameroun. Un carrefour qui est à la croisée des chemins sur le tronçon Ambam et Bolova et à 55 km de Man et 90 km du barrage hydroélectrique de Memvele. Le climat social paisible qui régnait autrefois à Mayo Centre s'est transformé en peur. La cause est connue et les assassinats non élucidés. Qu'on ne sache d'où ça vient. Est-ce que dans l'année électorale, on a désigné Mayo Centre, qui est de la zizanie, pour qu'on sème la peur, le désordre. 3 personnes ont été froidement assassinées à Mayo Centre à l'espace de moins de 3 mois. Dans cette partie du pays, les populations sont hantées par une peur sans précédent. Avec un sommeil forcé à partir de 18h30, le mal est profond. D'abord, vous allez voir tout à l'heure, nous sommes à presque 19h. Presque tout est déjà fermé. Les gens sont en train de fermer les boutiques et autres pour se rendre à la maison. Et des fois, même chez nous, nous sommes obligés de créer des scellés, des portes à double scellé, c'est-à-dire on ferme à l'intérieur, on ressort par derrière pour cadenasser encore par devant. Ce préfet, il y a le préfet. Dans la zone, Duane, 7e, et Bimbale, Mouni, Bidje, à Kokudon, il y a Moublene, Biyawa. Et de là, avant la Dobia Beyanda respecté, Baba Yulfa Biaboro Bamanda, il va arranger comme il arrange à Bamanda. Il y a un gouvernement incapable. Bon Dieu, Bibo. Ici, l'économie locale et la paix sociale sont fragilisées. À Mayo Centre, les populations de la localité demandent le renforcement de la sécurité. Un travail, mais nous voulons au moins ceux qui entrent dans, ceux qui font le bon travail. En tant que président des jeunes de la localité, surtout Mayo Centre, village, Carrefour. Donc c'est comme ça, nous souhaitons que nous voulons que la sécurité règne et non que c'est hyper resté au bas. Donc le gouvernement est censé de renforcer la sécurité. Si les différents acteurs de la scène politique, sociale et les élites mènent les initiatives de sensibilisation pour un retour à la paix sociale, les populations de Mayo Centre demandent
la création d'une base militaire ou la transformation de la localité en une unité administrative. Direction à l'ouest à présent et parlons de la tracasserie routière. Le maire de Babadjou, Gisèle Tchankeur, exprime sa colère contre certains éléments des forces de l'ordre affectés dans sa commune. Profitant de la présence du gouverneur de la région de l'Ouest, elle dénonce les contrôles arbitraires et injustifiés sur les pistes rurales utilisées pour extorquer de l'argent aux populations. Reportage signé Raphaël Tanque et Robert Kenyé. Devant le gouverneur de la région de l'Ouest, le maire de Babadjou dans le département des Bamboutos dénonce avec véhémence des actes qu'elle qualifie d'arbitraires de certains éléments des forces de l'ordre contre les populations de sa commune. Au travers des contrôles improvisés et d'exigences financières injustifiées sur les conducteurs en partance et en provenance de leur champ, ces actes isolés, mais répétés, fragilisent l'équilibre social et menacent à tout moment de dégénérer. À l'ouverture des travaux du comité de coordination administrative de la région de l'Ouest, au titre du premier semestre de l'année 2025 que sa commune a abrité, l'élu a également déploré les dégâts causés par l'entreprise adjudicataire du marché de construction de la route Babadjou-Matazem. Les voies de contournement impraticables après les pluies ont été un calvaire pour les automobiles. Cette situation a contraint les camions et les gros porteurs à emprunter les deux uniques tronçons en individu à usage local, entraînant leur dégradation complète. L'exploitation anarchique de la carrière de pierre de Momi par l'entreprise, par les entreprises de construction de cette route. Depuis 3 années d'exploitation, la commune et les populations n'ont reçu aucune compensation de cette entreprise. Pendant cette rencontre, la situation sociopolitique, administrative, économique et sécuritaire de la région de l'Ouest a été passée au peigne fin. Et sur ce dernier point, le gouverneur s'est réjoui des actions des forces de défense et de sécurité qui ont contribué à réduire considérablement les incursions des groupes armés séparatistes installés dans les régions voisines du nord-ouest et du sud-ouest. Il y a des postes avancés qui ont été créés et ça porte des fruits. On avait quelques soucis de côté avec limitrophes avec Miamé. Il y a le Task Force qui est en train de faire un travail remarquable. Awafonka Augustine a exhorté les populations de son territoire de commandement à œuvrer pour la paix avant, pendant et après l'élection présidentielle d'octobre prochain. Mesdames, Messieurs, posons nos valises à présent dans la région du Nord Cameroun où l'éducation des jeunes filles demeure un défi majeur dans cette partie du pays. Malgré les efforts du ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille et les organisations non gouvernementales, cette problématique persiste. En réponse, les jeunes filles de Garoua s'engagent dans une lutte sans précédent pour faire entendre leur voix et défendre leurs droits à l'éducation. Les détails dans ce reportage de Zaïdou Amadou. Bienvenue à Garoua, au cœur du Nord Cameroun, où se tient un événement marquant pour l'éducation des jeunes filles. Ce jour, la salle de la Croix-Rouge s'est transformée en un espace de partage et d'inspiration, accueillant plus de 130 jeunes filles venues des établissements scolaires bilingues, les Hirondelles et du complexe franco-arabe Dounia Andal. Cette conférence, axée sur la motivation personnelle, vise à éveiller les consciences et à galvaniser l'engagement des jeunes femmes. Cette conférence, axée sur la motivation personnelle, vise à éveiller les consciences et à galvaniser l'engagement de jeunes femmes dans leur parcours éducatif et social. Car malgré les efforts des organisations humanitaires, l'éducation des jeunes filles demeure souvent entravée par les défis tels que les grossesses précoces, les violences sexuelles, l'excision et les stéréotypes sexistes qui continuent à peser sur elles comme un lourd fardeau. Et surtout, j'ai également pu déceler en certaines la peur qu'elles ont et j'ai pu les rassurer face à cette peur-là en leur disant que la peur ne doit pas être un obstacle mais plutôt un challenge pour pouvoir se dépasser et découvrir de nouvelles choses. Des femmes venues des États-Unis d'Abidjan, de Douala et bien sûr de Garoua ont partagé leur expertise. Elles ont encouragé ces jeunes filles à ne jamais se laisser décourager par les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Briser les chaînes des stéréotypes ont-elles exhorté poursuivre vos rêves avec détermination. Les échanges qui ont eu lieu au cours de cette conférence témoignent d'une volonté collective de faire bouger les lignes. Les jeunes filles ont été invitées à partager leur expérience, à exprimer leur espoir et à construire ensemble une vision d'un avenir où l'éducation ne serait plus un privilège réservé aux garçons.
Cette conférence n'est pas qu'un simple événement, c'est une prière angulaire dans la lutte pour l'éducation des jeunes filles dans le nord du Cameroun. Elle représente une promesse d'émancipation et d'égalité, un pas décisif vers un avenir où chaque jeune fille pourra réaliser ses rêves sans entrave. État des infrastructures ferroviaires et de transport à Yaoundé le jeudi 19 juin sous l'autorité du ministre des Transports Jean-Ernest Messena Ngalebi-Behe. Deux comités se sont réunis pour faire le point sur l'état des infrastructures ferroviaires et du transport en général. Plus de 450 milliards de francs CFA devraient être alloués aux réformes envisagées, notamment pour la construction de nouvelles lignes et l'amélioration du confort des passagers. Reportage Daoud Molio. Réhabilitation infrastructurelle, acquisition logistique et densification de l'offre des transports sont en perspective sur les rails du Cameroun. La session extraordinaire conjointe du Comité interministériel des infrastructures ferroviaires et du Comité de transport voyageurs, tenue ce jeudi, a dévoilé le diagnostic et les ambitions du secteur ferroviaire camerounais. Objectif, améliorer le transport des biens et des personnes sur un réseau qui veut s'étendre au transport minéralier. Nous avons également évoqué le projet de transport de la bauxite de la zone de la Damawa, notamment vers Makor, Minimatap et autres, pour le port de Douala. Un peu plus de 450 milliards de francs CFA sont à injecter dans ce secteur à travers le programme quinquennal numéro 2. Des fonds déjà mobilisés grâce à des partenaires déterminés à accompagner ces réformes. Environ 300 milliards de francs CFA pour ce qui est des financements déjà mobilisés auprès de la Banque mondiale, de la Banque européenne d'investissement, de l'AFD et de l'Union européenne. Il y a des financements additionnels, notamment pour les voitures, voyageurs et des locomotives supplémentaires qui tournent autour de 100 milliards. La Camrail, en tant que seul concessionnaire de ce secteur, y voit un tremplin pour densifier sa clientèle à travers des services innovants dans un cadre plus confortable. Nous avons décidé d'acquérir 4 locomotives supplémentaires qui vont arriver au mois de septembre 2025 et un second lot de 8 locomotives sera commandé dans quelques mois pour une livraison en juillet 2027. La réhabilitation et la construction de plusieurs voies ferroviaires sont en cours, notamment les tronçons Belabonga-Ondéré, Douala-Limbe, Douala-Ngaondéré ou encore Bédé-Akribi-Campo. Assemblée nationale, le jeudi, la conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie sous la présidence de Kavaï Yégué Djibril, le tenant du perchoir. Lors de cette session, les membres ont examiné le projet de loi instituant une session légale obligatoire sur les primes de cotisation ainsi que sur les traites de réassurance au Cameroun. Clarisse Tangafani, reportage. L'épargne générée par l'industrie de l'assurance aux fins de réinvestissement dans le tissu économique local pose problème. Il était urgent pour l'exécutif de mettre à contribution le législatif via le projet de loi instituant une cession légale obligatoire sur les primes, cotisations et traités de réassurance au Cameroun. Le projet de loi a été reçu et jugé recevable par la conférence des présidents présidée par le très honorable Kavaï Yégué Djibril, le chef de chambre. Le texte qui a ensuite été présenté à la Chambre entière au cours de la session plénière ensuite présidée par le président de l'Assemblée nationale contribuera au renforcement des capacités de l'économie camerounaise tout en limitant les possibilités de sortie de devises jusque-là placées à l'étranger par les assureurs locaux. Il faut indiquer que cette cession légale exclut dans son champ d'application les produits d'épargne et de capitalisation, toute chose permettant à l'État d'assurer une meilleure surveillance du secteur des assurances à travers sa participation dans toutes les affaires souscrites sur le marché. Le projet de loi, désormais sur la table des députés, sera défendu devant les commissaires de la Commission des finances et du budget par le ministre des Finances. Parlons aussi d'autres choses dans ce journal Culture et Tradition. À l'extrême nord du pays, le festival Fantasy apprend une nouvelle ampleur, incarnant un renouveau autour du vivre ensemble et de la valorisation du patrimoine culturel, ainsi que des valeurs soudano-sahéliennes, rassemblant dignitaires religieux, gardiens de tradition et défenseurs des patrimoines culturels. Plus de détails avec Zaïdou, Amadou et Adamou Maïna.
Bienvenue à Marwa, au cœur de l'extrême nord du Cameroun, où les traditions ancestrales prennent vie dans une célébration unique, la Fantasia. Un événement qui transcende le temps et honore les valeurs culturelles et spirituelles de notre société. La première édition a connu la présence des différentes chefferies de la région de l'extrême nord qui se sont rassemblées pour honorer à cette coutume qui leur est chère. Les cavaliers ornés de leurs plus beaux atours défilent avec fierté devant le Lamidou, symbole de l'autorité et du respect. La Fantasia n'est pas seulement un spectacle équestre, c'est une démonstration de bravoure et d'habileté. Les chevaux galopent, s'élancent et s'arrêtent en un instant, témoignant d'un lien indéfectible entre l'homme et l'animal. La Fantasia est un moment sacré pour nous. De mettre le cheval au centre des préoccupations. Comme vous avez constaté, cette Fantasia a été très animée. Il y a eu des prix au meilleur cavalier, des prix de cheval le mieux entretenu. Les spectateurs venus de 4 coins de la région de l'extrême nord Cameroun assistent émerveillés à ce spectacle vibrant. Ici, le respect des valeurs culturelles se manifeste non seulement par des rituels, mais aussi par une communauté unie dans sa diversité. En ce jour de célébration, Marwa se transforme en un véritable théâtre vivant où chaque cavalier, chaque cri et chaque battement de cœur rappelle l'importance de notre héritage culturel. La première édition de Fantasia est bien plus qu'une tradition, c'est une fierté partagée qui perdurera à travers les âges. Les hommes, arrêtez de demander aux femmes d'être parfaites. Et vous, les femmes, arrêtez de vous transformer pour plaire aux hommes en ayant recours à la chirurgie esthétique. Car on ne peut pas plaire à tout le monde, surtout quand on est une femme. Alors soyez vous-même et si ça ne plaît pas à votre homme, c'est son problème, pas le vôtre, car de toute façon, il y en aura toujours quelqu'un qui vous trouvera exceptionnel pour un mariage. Mesdames, Messieurs, ce conseil marque la fin de cette édition spéciale 20h sur CamNews 24 et ITFM 103 en direct de Garoua. Bon début de la semaine, on jarama.